Donc voilà, je vous le conseille. Et plutôt que terminer en rap, cette fois-ci, je vais faire plein de petits commentaires sur le farceur, l'archétype et son importance, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Et voilà, j'ai noté 2-3 lignes de trucs et de commentaires, et je vais un peu freestyler. Mais donc vous n'êtes pas obligé d'écouter, vous pouvez tout simplement ne pas écouter le reste, et juste apprécier les commentaires que je vais faire donc tout de suite. Alors... Le premier truc ici que j'ai noté, c'est... ça c'est quand même intéressant, c'est... Alors, la phrase que j'ai notée, c'est « Pourquoi tous les acteurs tentent de jouer le rôle du Joker, hein, donc de Batman, extrêmement sérieusement ?» J'avais vu une vidéo là-dessus à propos de Batman et comment quasi tous les acteurs qui ont joué le Joker dans différents Batman, parce qu'il y a eu différents films ou même les dessins animés, ils prennent ce rôle extrêmement au sérieux. C'est genre il y a quelque chose de très important là-dessus, et un des aspects c'est justement ça, c'est qu'en fait le Joker, enfin ou en tout cas cet archétype que tu joues et l'énergie qu'il a, en fait ultimement si tu le maîtrises, tu es l'acteur ultime qui sait jouer n'importe quoi, qui ne prend rien au sérieux et qui du coup n'est pas bloqué mais qui peut être tout et n'importe quoi. Et donc en effet, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a eu le film Joker là avec Joaquin Phoenix qui est un type, il y a eu celui-là de Jared Leto là récemment qui l'a joué complètement différemment. Et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est que ce même personnage qui est joué de façon complètement différente, Heath Ledger qui pour moi a fait une performance incroyable à ce niveau-là. Il y en avait d'autres, mais je ne les maîtrise pas tous. Et en gros, c'est qu'ils l'ont tous pris ultra sérieusement et ils ont tous fait un truc tout à fait différent en fait. Et ouais, donc ça c'est quand même intéressant. Donc ouais, si vous êtes acteur ou quoi que ce soit, cet archétype il est quand même intéressant à aller étudier parce que fondamentalement, bon. Ici, on parle donc c'est quoi? C'est des énergies, c'est une attitude d'être et tout ça. C'est un peu ça, et donc tu te connectes à ça, et donc ça a une influence sur tes sourires, enfin sur ton non verbal et sur comment tu te portes et tout ça. Et fondamentalement, c'est beaucoup plus difficile à jouer que par exemple le héros. Tu vois, le héros, c'est le gars qui est là. Oh oui, moi je vais y arriver. Tu vois, il a des regards sérieux et je vais sauver tout le monde. Ou je sais pas moi, le everyday man. Tu vois, l'homme normal. Tu vois, l'homme normal, l'homme non spécial. Ouais, ça c'est je suis juste comme les autres, je suis juste sympa et blablabla. Ou je sais pas moi, le scientifique qui lui est ah mais non, mais blablabla. Et si on faisait comme ça, moi je suis scientifique, je m'appelle Iron Man, je parle vite et en même temps je réfléchis beaucoup, mon cerveau part dans tous les sens, blablabla. Ou je sais pas, ou quelque chose comme le roi. Moi je suis le roi, je m'assieds très sérieusement dans mon bazar. Et donc voilà, celui-là en fait, il est tellement plus polyvalent et tellement plus mystérieux que pour le coup, tous ces acteurs ils se rendent compte, ça c'est un vrai challenge, ça va me tester, et donc celui-là je dois vraiment le maîtriser. Donc ça c'est quand même intéressant de voir quoi. Prochain point que j'ai noté ici, c'est la séparation entre farceur et polymorphe. Ah ouais, entre José ouais, ok. Alors j'ai pris certains passages de Wikipédia et tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour cet archétype donc du farceur, ou en tout cas ces personnages du farceur, c'est que quand on regarde les vieilles histoires, et d'ailleurs, je me rends compte que je l'ai pas mis dans le texte. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que, bon, en fait, il est ultra universel. Dans toutes les cultures, mais alors, toutes les cultures, il y a des archétypes de farceurs, où il y a des histoires sur des farceurs, où il y a des personnages de farceurs. Là où, pour les autres, c'est pas toujours le cas, il n'y a pas toujours des héros, il n'y a pas toujours des gentils, il n'y a pas toujours des méchants, il n'y a pas toujours des sauveurs, il n'y a pas toujours des gens qui se sacrifient, ou des rebelles, ou quoi que ce soit. Ils sont pas partout. Mais le farceur, ça, c'est vraiment le gars qui est... Enfin, c'est le personnage qui est partout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il a certaines caractéristiques, et une d'entre elles est le fait qu'il change de forme en fait, qu'il puisse changer de forme et qu'on ne sait pas vraiment qui il est. Et donc moi on a fait un peu un podcast sur le monomythe, et ce qui est intéressant c'est que Joseph Campbell il s'est quand même un peu basé sur Carl Gustav Jung, mais lui la différence qu'il a fait c'est qu'il a plus ou moins en termes de rôle séparé le farceur disons positif qui fait des blagues, hein, donc typiquement le héros il est dans donc et pour remettre la structure, il y a un moment où le héros est pas dans l'aventure, le premier acte, avant qu'il passe la barrière pour passer dans le monde spécial, hein, c'est se dire, et typiquement le
rôle du farceur, enfin le farceur positif, il rentre à ce moment-là parce que contrairement à par exemple le prof qui lui est le mentor, qui est le vieux, qui est déjà allé dans le monde spécial, qui forme notre héros à se préparer pour sa première quête dans le monde spécial, qui apporte la sagesse et l'entraînement pour qu'il puisse se surpasser et aller, et qu'il aura les outils nécessaires pour rentrer dans ce monde et tout ça. En fait, simplement à passer la première barrière et puis s'assurer qu'il aille plus loin. Le farceur, non, lui, il a tout à fait un autre rôle en fait. C'est qu'il est déjà dans ce monde spécial, mais ouais, il trouve le héros sympa et donc il lui apporte quelques vérités, il lui apporte quelques vérités, quelques sagesses, quelques leçons et tout ça. Il l'accompagne aussi et en même temps fait des blagues pour garder l'état positif et tout ça. Donc ça c'est l'archétype du jester ou je sais pas quoi, comme dit du blagueur ou du clown, hein, qui a un aspect du farceur. Et puis il y a l'autre, le shapeshifter, hein, le polymorphe, donc qui change de forme, qui change d'attitude, qui change d'énergie. Hein, ça c'est un autre archétype. Et donc moi je trouve intéressant que en fait Joseph Campbell il a séparé les deux parce qu'en fait c'est ce deuxième bazar, enfin c'est cette deuxième énergie, c'est typiquement des gens qui au début ont l'air méchants et puis au fur et à mesure tu te rends compte ah mais non ils étaient gentils, ou bien des gens qui au début ont l'air gentils et puis tu te rends compte ah mais non ils étaient méchants en fait. C'est typiquement les personnages qui ont une énergie mystérieuse, genre des personnages avec qui quand tu les vois tout ce que tu as c'est des questions en fait. C'est la femme séductrice que tu sais pas si elle va te laisser tomber ou pas, mais en même temps elle t'attire et en même temps elle t'aide, mais en même temps elle pourrait te trahir. C'est Professeur Snape aussi dans allez, comment elle s'appelle cette série, Harry Potter. Je veux dire, enfin, moi j'ai pas vu tous les Harry Potter ou quoi, mais je me souviens que celui-là que j'ai vu, même quand j'ai lu les livres, c'est que, ouais, en fait, en effet, ce gars, il est pas super sympa avec Harry au début, mais en même temps, il est bizarre, tu vois, et on se pose la question, et puis à la fin, tu te rends compte, ah, mais non, il aimait la mère de Harry et tout. Donc, tu vois, c'est genre, on sait jamais vraiment qui il est, et voilà. Et donc, en fait, c'est cette énergie du mystère et de l'inconnu et de l'ambivalence et tout ça. Bah, voilà, ça, c'est aussi un attribut très important des farceurs polymorphes et tout ça. Alors bon, clairement, Bugs Bunny, lui, il est plutôt dans l'aspect blague de tout ça. Mais donc, en fait, ouais, ce qui est marrant, c'est que dans les anciennes histoires, dans les premières histoires, ouais, donc cet archétype-là, enfin, ou en tout cas ce personnage-là, il a les deux facettes en un, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, et je vais en parler un peu plus loin parce que je vois dans mes notes que j'ai déjà noté beaucoup de ce que j'ai envie de raconter maintenant, mais c'est que, ouais, en fait, cet archétype-là, hein, ouais, en fait, fondamentalement, il ne devrait pas être séparé. C'est juste que nous, occidentaux, on a besoin de le faire parce qu'il y a le bien, il y a le mal, et il faut bien séparer les deux. Et curieusement, le mystère, ou ce qu'on ne sait pas contrôler, ou ce qu'on ne connaît pas, c'est forcément le mal. Enfin bon, même si les polymorphes ne sont pas forcément mauvais, mais ils sont polymorphes. Et ça ajoute bien sûr du mystère, donc dans l'histoire, c'est ultra important. Et encore une fois, c'est pas forcément une personne, ça peut être juste une énergie. Et voilà quoi. Ensuite, le prochain point que j'ai noté, c'est une histoire comme analogie entre monde intérieur et extérieur. Je sais pas si je l'ai noté plus loin, mais en gros, typiquement, un des farceurs les plus connus, c'est Hermès, qui est le dieu grec messager, qui vole, qui fait des blagues, qui est commerçant et qui utilise du subterfuge et tout ça. Et en fait, c'est intéressant parce que je sais plus exactement où j'ai lu ça, mais il parlait de comment, en fait, fondamentalement, si tu vas dans ton monde intérieur et dans ton subconscient, etc., et ben le farceur, ou en tout cas le polymorphe ou quoi que ce soit, ou l'acteur ou le joueur, c'est ton meilleur allié. Parce que fondamentalement, ce que lui il fait, c'est il peut envoyer aussi bien des messages dans le monde intérieur, donc pour aller communiquer à l'inconscient, mais aussi bien venir de l'inconscient, parler du monde, donc venir de l'inconscient et ramener quelque chose du monde extérieur. Et donc c'est intéressant parce que, je sais plus où j'ai entendu ça, mais c'est que une des conclusions que moi j'en avais tirées, mais bien sûr je sais pas d'où j'ai l'info, donc je vous emmerde, c'est le fait que, quelque part, avoir de l'humour, finalement, c'est un outil très intéressant, ou en tout cas, avoir cette attitude du farceur, c'est quelque chose de très intéressant pour un équilibre intérieur, extérieur, pour l'avoir en fait, cette espèce d'équilibre intérieur en termes émotionnels avec son inconscient et tout ça. Donc voilà, moi je trouve ça quand même intéressant de partager. Et donc pourquoi je raconte ça, c'est qu'en effet, dans les histoires, typiquement, bon alors...
donc ce farceur, hein, c'est un personnage qui blague, mais en même temps, il est dans le monde spécial, mais en même temps, il est dans le monde des morts, mais en même temps dans le monde des vivants. Il va chez les méchants, mais en même temps, il est avec les gentils. Il est chez les pauvres, mais en même temps, il est chez les riches. En fait, il est dans tous les mondes, en fait. Enfin, je dirais Hermès, c'est ça. Et donc, il est très intéressant parce que d'une certaine façon, il a le pouvoir, en fait, de communiquer avec tout le monde et d'amener des messages entre tout le monde, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il a un rôle donc de prof pour le héros, mais différent du prof, bien sûr, du mentor, c'est qu'il peut amener des messages en fait que le héros n'a pas conscience. Et donc en fait cette même énergie peut à un moment être l'allié du héros, mais ensuite à un autre moment être l'ennemi du héros, parce que je sais pas, dans son histoire, il s'est dit ah ben non, là maintenant pour mon but, moi je vais pas aider ce petit héros, il était sympa à ce moment-là, mais là pour ma survie, je suis ça. Un qui était très intéressant aussi à ce niveau-là, c'était le méchant dans l'épisode 8, je crois, de Star Wars, Benicio del Toro. Bon, ils l'ont un peu foiré parce que l'histoire n'était pas géniale, mais je trouvais qu'il incarnait bien cette énergie du mystère. Typiquement, une série que j'ai recommencé à regarder, c'est Twin Peaks. Voilà, plus ou moins tout le monde dans cette série a cette énergie comme ça de l'ambivalence. Et donc, ouais, c'est intéressant, quoi. Et voilà. Ensuite, le prochain point que j'ai noté ici, c'est conflit central inexistant en Orient. Ah oui, ça c'est intéressant. Attends, je regarde quand même. Ah ouais, ok, j'ai pas noté plus que ça. Bon, je sais de quoi je veux parler. Hein. Donc ouais, c'est que typiquement, pourquoi je parle du conflit central, c'est qu'une grosse différence que j'ai commencé enfin que je sais pas quand je m'en suis rendu compte, mais que j'ai commencé à observer dans les histoires qui viennent de l'Orient et les histoires qui viennent de l'Occident. Et ça a tout à fait à voir avec l'animisme qui est beaucoup plus présent là-bas, c'est le fait que en Occident, et c'est carrément codé dans les cours d'écriture et tout ça, c'est qu'il faut un conflit central. Il faut un héros, et il faut que ce soit clair quel est son point faible qu'il va devoir survivre, qui est le méchant dès le début, pourquoi c'est le méchant, et pourquoi le personnage principal vit cette aventure pour régler, et comment c'est limite, c'est un travail d'opposition, et le fait de gagner ce travail d'opposition. Et donc typiquement le farceur alors, et donc c'est pour ça qu'ils ont fait le split entre le farceur qui est drôle, le clown, mais qui a quand même le rôle de messager, qui explique les choses sur le monde spécial, et bien sûr l'espèce de rôle ambivalent que tu sais pas s'il est gentil ou s'il est méchant, parce que et souvent t'as beaucoup plus peur de ces espèces de personnages mystérieux et tout ça. Et ben en fait je voulais mettre ça à côté de beaucoup, je trouve, d'histoires. Ensuite je les ai pas tous vus, mais en particulier je pense à Studio Ghibli, quoi. C'est typiquement, enfin, quand tu te poses la question dans les histoires de l'Orient, beaucoup plus qu'ici, c'est si on se pose la question, tiens, mais c'est qui le méchant, en fait? C'est qui le méchant dans les histoires? Tiens, je trouve pas. Voilà, ici. Qui sont les méchants? Souvent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchants, en fait. Ce qu'il y a plutôt, typiquement, enfin, bien sûr, je ne connais pas tout par cœur, mais par exemple, dans la princesse Mononoke, ok, t'as la nature d'un côté, même si ici, ça a l'air d'être très opposition, t'as la nature d'un côté, et puis de l'autre côté, t'as les humains, mais en fait, c'est pas comme si les humains étaient tous méchants, parce que tu vois, genre la meuf qui amène l'industrie avec les humains, qui tue la nature, mais c'est en mode, il donne des jobs aux femmes, il donne des jobs aux lépreux et tout ça. Genre ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué, genre, ah ouais, en fait, la technologie n'est pas forcément mauvaise, tu vois. Et même chose, la nature, ok, ils pourrissent la vie des humains, en fait, hein, qui veulent juste finalement vivre, mais en même temps, c'est genre, s'ils se laissent pas faire, ils vont se faire buter, quoi. Et donc, c'est ça que moi je trouve très intéressant. Donc là, j'ai pris ce film-là comme exemple, mais il y en a d'autres, hein, enfin, je vais expliquer après. Mais donc, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de conflit central, il n'y a pas un ennemi, en fait. C'est pas genre, il y a un ennemi ou il y a un truc, c'est juste, il y a différents parties avec différents intérêts et différentes manières de fonctionner et différentes visions du monde qui font que parfois ça peut entrer en conflit quand les intérêts ou quand les fonctionnements ne s'alignent pas. Et donc pour revenir à Studio Ghibli, un des exemples qui me venait en tête, c'était
mon voisin Totoro, typiquement, ils arrivent dans la maison et puis t'as une vieille dame qui vient avec la petite fille là, et t'as les espèces de petits trucs boules en noir comme ça qui sont dans la maison en train de bouger. Et donc c'est marrant parce que la vieille explique: ah mais non, 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 il faut pas avoir peur, petite fille. Oui, ils vont dans des maisons abandonnées parce qu'ils se sentent à l'aise. Et à partir du moment que tu les ennuies pas, ils vont pas vous ennuyer. Si tu commences à les ennuyer, ils vont vous rendre la vie invivable. Mais ils vont partir après quelques mois si vous êtes gentil avec eux. Juste pas leur porter d'attention et pas être méchant avec eux. Et ça, je trouvais quand même très intéressant. Parce que enfin voilà, quand j'écoute, allons dans le côté mystique, typiquement quand on parle à quelqu'un qui est monothéiste ou quoi que ce soit, et qu'on parle des esprits. Bon bah leur délire c'est bah non, moi il y a que ma religion qui est la bonne, les esprits sont mauvais quoi. Et donc ça j'aime bien cette espèce de truc animiste en mode bah non, il y a tout en fait. Tout comme dans les êtres humains, il y a des êtres humains bien, il y a des êtres humains méchants. En fait, méchant et bien, c'est purement une question de contexte et purement une question de perception en fait. Si moi j'aime la fraise mais que en mangeant mes fraises ou mes glaces à la fraise, je fais allez, je sais pas moi, je tue des agriculteurs je sais pas moi au Mexique parce que l'agriculture de la fraise a un impact néfaste sur l'agriculture au Mexique ou quoi. Bah oui, et pour eux moi je serais un peu leur ennemi parce que rien qu'à cause de ma consommation incroyable de fraises, moi je fous le bordel dans leur pays quoi, tu vois. Et donc en fait, est-ce que moi je suis méchant ou est-ce qu'eux sont méchants? C'est-à-dire que en fait, le gros blocage vient du manque de perception en fait, parce que notre perception est limitée, tu vois. Moi, si moi j'avais l'info par exemple que la fraise et tout ça cassait tout leur bordel au Mexique, peut-être que j'arrêterais. Mais en même temps, je sais pas moi, si eux ils avaient des connaissances un peu plus en agriculture, peut-être qu'ils géreraient leur bazar. C'est marrant, là je me suis vraiment mis dans un problème où je suis le méchant contre ces pauvres agriculteurs mexicains. Comment est-ce qu'ils pourraient régler le truc? Oui, enfin voilà. Enfin, donc c'est ça, c'est plus un problème d'ignorance, un problème de savoir et un problème de manque de communication en fait. Ce qui est complètement différent des histoires où typiquement il y a un grand méchant et il est méchant de manière complète et c'est genre il est con, il faut le détester. Et en fait curieusement, ce genre d'histoire, je sais pas si vous regardez beaucoup de films, ce genre d'histoires elles sont souvent ultra chiantes. Parce que tu crois pas en fait aux méchants. Les meilleurs méchants en fait, c'est les méchants où tu te dis putain, en fait, si j'avais pris d'autres choix dans ma vie, j'aurais peut-être été comme lui, quoi. Darth Vader, typiquement, le gars, à la fin, il dit mais fils, si toi et moi, on se met ensemble, on va réussir à régner au-dessus, tu vois. Bon, il est dans son truc de Sith, en mode, il faut tout contrôler, mais c'est genre en mode, il a quand même de l'amour pour son fils, et puis il veut être dans le contrôle, enfin, tu vois. Et c'est ça que je veux dire, c'est que les meilleurs méchants, c'est ceux qu'on peut comprendre leur point de vue, même si on se dit, non, moi, j'aimerais pas être comme ça. Du coup, il faut que le héros le batte, parce que s'il le bat pas, ça veut dire qu'on va tous être comme ça, en fait. Ça c'est les meilleures histoires, en fait. Basically, ça, c'est les meilleures histoires. Et donc, voilà, quoi. Et donc le prochain point que j'ai noté, c'est bien sûr les messagers universels entre différents partis. Et ça, c'est bon, je l'ai plus ou moins dit quoi. Mais c'est que là, le farceur à ce niveau-là, il est extrêmement intéressant. C'est que là où tout le monde est dans sa perception limitée, est dans son monde avec ses visions et ses valeurs et ses opinions, etc. Le farceur, vu qu'il est complètement ambivalent, qu'il n'a pas d'opinion, qu'il est libre, qu'il fait plus ou moins ce qu'il veut, et qui blague et tout ça, et qui est polymorphe et en même temps qui a de l'humour et que donc tout le monde l'aime bien d'une certaine façon. Il a un rôle extrêmement intéressant d'être une sorte de messager entre les différents machins, quoi, entre les différents partis et entre les différentes communautés, quoi. Et voilà, ça je trouve quand même intéressant. Et donc pour moi, par exemple, c'est pas vraiment un accident que dans la plupart des films du studio Ghibli, parce que oui, là pour le coup, j'en parle beaucoup. Les héros soient des enfants, parce que typiquement cette attitude de farceur, c'est une attitude d'enfant en fait. Et enfin, pas forcément d'enfant, mais typiquement les enfants sont beaucoup plus connectés à ça. Et puis dès qu'on apprend les valeurs, dès qu'on apprend à être correct, dès qu'on apprend à être quelqu'un de bien, pouf, on s'ordonne et on se met dans des boîtes et clac. Et en fait, d'une certaine façon, on se met dans une certaine position. Ouais, donc l'éducation, enfin quelque part, je trouve, peut apprendre à se déconnecter de ça, alors que fondamentalement on a tous ça en nous, hein, le fait de farceur. Et oui, d'ailleurs les farceurs nous permettent de nous reconnecter à ça, à cette espèce d'énergie là, quoi. Et voilà. Et donc à ce niveau là, est-ce que j'ai noté, le prochain truc que j'ai noté, c'est le rôle des farceurs à revaloriser et empêcher la censure. Alors
Pourquoi j'ai noté ce petit point, c'est que pendant que j'étais en train d'écrire mon texte, il y avait une vidéo qui apparaît dans mes suggestions de YouTube à gauche. Et donc j'ai vite fait cliquer en arrière et je l'ai vite fait retrouver. Et en gros, ça parlait d'une écrivaine de Disney, Marvel Disney, qui a écrit des livres et qui a écrit She-Hulk et tout ça, la meuf ultra féministe. Elle critique South Park. Et elle critique South Park et comment en fait fondamentalement ça n'a pas marché, et que plus ou moins plein de gens, aussi bien des féministes que des non, l'ont bâché. C'est qu'en fait fondamentalement les gars de South Park ils se foutent de la gueule de tout le monde, même d'eux-mêmes. Ils se foutent de la gueule de tout le monde. Et en fait ce qui est intéressant à eux, et en fait j'allais en parler, faire un épisode. Ah non, je l'ai noté plus loin ce point. Bon c'est pas grave, je vais pas parler d'eux. Mais donc typiquement, je revaloriser ce rôle, donc le rôle du gars qui va entre différentes tribus, hein, disons, ou différentes manières de fonctionner et qui sait tous les accepter, et qui sait se changer, s'adapter et remettre en question. C'est que typiquement ces gens-là, du coup, donc non seulement ils savent envoyer des messages, mais quand quelque chose ne marche pas, donc c'est-à-dire qu'une culture elle est trop sérieuse et du coup elle se bloque aux autres, ou culture ou attitude ou une association, eux ils ont le pouvoir en fait de détruire ça. En utilisant l'humour, ils savent détruire et complètement, pas comme un Bugs Bunny le fait, avec l'humour détruire tout ce qui est sérieux et détruire tout ce qui est trop bloqué ou trop dans des boîtes pour ouvrir le champ et donc ouvrir un certain dialogue. Et donc ce qui est très dommage, c'est quand dans le monde d'aujourd'hui, et c'est là où j'allais aller, mais je remarque que je l'ai écrit beaucoup plus après, c'est que ouais, typiquement, en censurant du coup l'humour, en disant ça on peut rire de ça, ou on ne peut pas rire de ça, ou on peut pas rire de ça, c'est que fondamentalement on empêche en fait du coup d'une certaine façon de s'ouvrir à d'autres choses. Et à ce niveau je viens de me rappeler d'une histoire, un humoriste que moi pour lequel j'ai quand même beaucoup de respect, c'est un humoriste qui s'appelle Dave Chappelle, et dans ses derniers spectacles en fait il faisait beaucoup de blagues sur les transsexuels. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la première fois, il a eu beaucoup de batailles. Et donc, il explique, hein, vous pouvez trouver l'interview sur YouTube, il explique en fait comment, au début, il n'était pas trop sûr de s'il devait faire ce genre de blague. Et puis, à un moment, il va après un spectacle et il y avait une trans qui vient lui parler. Putain, j'ai adoré ton spectacle et tout. Il lui dit, mais toi, t'es trans, est-ce que tu trouves que je suis allé trop loin? Et en fait, ce que la personne trans a répondu, qui est bien sûr aussi une farceuse, hein, parce que pour le coup, trans, il n'y a pas plus farceuse, c'est complètement polymorphe, tu sais pas ce qui est quoi. Mais bon, j'adore. Mais donc pour le coup, qu'est-ce que le farceur ou la farceuse a dit? C'est en gros, non mais mec, en fait c'est ultra important ce que tu es en train de faire, parce que fondamentalement, en faisant des blagues sur les trans, et en fait, et que tu vois, tu montres ça et que t'en parles, en fait tu banalises le truc, tu vois. C'est genre tu montres que c'est un truc qui existe et que c'est des humains qui font des conneries, etc., comme les autres. Et en fait, d'une certaine façon, tu montres que ça existe et que ça fait partie de l'humanité, tout comme tous les autres trucs pour lesquels tu fais des blagues, en fait, tu vois. Et donc, d'une certaine façon, ça, c'est assez intéressant parce que, du coup, voilà. Ça, je trouvais quand même très intéressant, c'est que, parce qu'on se dit, ah, mais non, c'est des victimes, il faut pas blaguer là-dessus, il faut blablabla. Et ben non, là, il se disait, ben non, mais regarde, fais des blagues là-dessus, mais fais aussi des blagues sur les autres trucs, et puis c'est bon, quoi, tu vois. Et en fait, tu banalises quand tu te dis, ah ouais, les trans, c'est quelque chose qui existe. Et voilà, ils font partie de notre monde et on peut faire des blagues dessus et c'est des êtres humains comme nous et voilà quoi. Ça je trouvais quand même très intéressant. Donc ça c'est lui qui raconte. Est-ce qu'il raconte la vérité? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça un point extrêmement intéressant à ce niveau-là. Et donc oui, si on censure tout ça, ça veut dire que voilà, à propos de censure. Bon, ça c'est une histoire. Voilà, ça c'est du vécu personnel. Il y avait un collègue qui en gros, un jour il s'est ramené comme ça à mon bureau et il me dit François viens, on va manger. Et donc en fait ce que j'ai appris, donc moi, il était très bizarre, il était dans une énergie très bizarre, très frustré et tout. Et donc je suis seul avec lui, on est au resto et tout, on mange. Et je lui dis mais qu'est-ce qui va pas mec, qu'est-ce qui va pas? Et donc ça a pris 20 minutes le qu'est-ce qui va pas. Et en fait j'ai appris par après que en fait il est pote avec beaucoup de musulmans, tu vois. Et donc je l'ai appris à ce moment-là, en ayant la discussion et tout. Mais là où je travaillais à cette époque-là, le seul resto halal pas loin, c'était une pizzeria merdique. Donc eux, ils allaient tout le temps là. Quand ils allaient au resto, ils allaient tout le temps là, quoi. Et donc lui, ça le faisait chier parce que c'est genre, putain, on va tout le temps à ce resto, c'est de la bouffe de merde, etc. Et donc en fait, là où il y avait un gros problème, c'est qu'il n'osait pas dire... Ça me fait chier que
parce que c'est des potes à lui, hein, les gars musulmans, il a étudié avec eux, tu vois. Donc il n'osait pas dire, non mais je peux pas dire que ça me fait chier de devoir aller dans ce resto parce que c'est le seul halal, parce que sinon je vais être vu comme un islamophobe en fait. Il n'osait même pas le dire en fait, il voulait pas être vu comme un islamophobe. Mais le résultat était qu'il avait une grosse frustration et une grosse haine en lui qui faisait que du coup, enfin voilà, moi je lui ai dit exactement ceci, mec, il faut que tu puisses le dire. Parce que t'as pas un problème avec eux, t'as pas un problème avec les musulmans, c'est juste que c'est de la bouffe de merde. Tu vois, ton problème fondamentalement c'est que c'est ça. T'as pas envie de manger de la bouffe de merde, t'as pas envie de payer cher pour de la bouffe de merde en fait, c'est ça ton problème. Oui, c'est ça. En fait, c'était juste ça son problème. Et donc là, il se disait, ah bah tiens, bah ok François, viens, on va manger ailleurs. Mais donc il a aucun problème avec eux, c'est ses potes. Mais il se sent pas obligé de le dire. Et donc là, j'ai fait un peu le travail de médiateur. J'ai été leur dire, ah ouais, blablabla, il est ça, mais vous êtes potes et tout. Et en fait, eux, ils avaient aucun problème, quoi. Ah ouais, non, mais il y a pas de problème. Si tu veux pas manger avec nous, tu veux aller manger autre part avec d'autres gens, il y a pas de stress, quoi, tu vois. Et oui, je comprends bien. C'est vrai que c'est un mauvais endroit. Et donc, enfin, genre, ils étaient d'accord avec lui que c'était de la bouffe de merde. Mais là où tu vois, il y a et je lui ai dit exactement ceci. C'est, enfin, juste après, c'est, mais mec, si tu gardes cette espèce de frustration en toi. Tu vois, tu vas la remuer, tu vas la remuer, tu vas la remuer. Et puis un jour, les discours d'extrême droite, ils auront beaucoup plus de sens. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai dit ça, il a fait... Parce que d'une certaine façon, je crois que j'ai touché trop juste, quoi, tu vois. D'une certaine façon, oh ouais, ils font chier. Parce que ouais, là, j'ai dû toucher extrêmement juste, quoi. Et voilà, et donc là, tu te rends compte, ah mais merde, quoi. Parce que le gars s'auto-censure, en fait, il garde cette espèce de frustration en lui. Il peut pas en parler calmement avec la joie avec ses propres potes en fait, et du coup il y a ce truc, ah mais j'ai pas envie d'être vu comme un islamophobe donc je veux pas le dire et tout ça, et voilà, donc le rôle du farceur, ok, créer des liens, rigoler de tout ça, et voilà, donc ouais, la censure c'est très intéressant, enfin voilà. Parce que bon, dans l'ère où on vit actuellement, c'est en mode comment est-ce que les gens peuvent voter extrême droite? Comment est-ce qu'ils pourraient voter Brexit? Ce sont des fous, ce sont des connards, ce sont des blablabla. Bon, ben voilà, si vous êtes farceur, peut-être que vous pouvez éclairer ces gens qui se prennent au sérieux et qui croient tout comprendre de la vie, qui ont la raison avec eux et qui ont les bonnes valeurs et tout ça. Bon, allez, on arrête, François. Voilà. Ensuite, le prochain point que j'ai noté, c'est casseur de tabous. C'est que casseur de tabous, casseur de règles, psychopathe et libre, et ce qu'on peut en apprendre. Typiquement, les farceurs, ils s'en foutent, ils cassent les tabous, ils cassent les règles, comme il y a écrit plus beau, les entités et toutes les autorités, ils s'en foutent, ils font leur propre truc, ils sont un peu psychopathiques à ce niveau-là, ils prennent rien au sérieux et ils sont libres. Et donc qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Fondamentalement, vivre comme ça. Enfin, je sais pas, dans un monde où tout le monde veut être heureux, hein. Oh, le bonheur, c'est tellement cool, le bonheur. Wow, il faut être happy tout le temps, tu vois. Les mauvaises énergies, hein, moi, ce que je fais, c'est que je brûle du sage et puis j'y vais mieux, tu vois. Moi, je médite. Ah, mais méditer, ça me fait tellement de bien. Non, mais le bonheur, est-ce que tu es heureux? Non, mais parce que fiston, c'est ça que je veux. Je veux que tu sois heureux. Quoi, t'es malheureux? Ah, moi, j'aime pas traîner avec lui parce que il est malheureux. C'est vraiment mauvaise envie quand je traîne avec lui. Non, moi, j'aime pas les gens malheureux. Moi, j'aime bien que les gens... Bon, dans ce monde-là... où les gens sont malheureux, eh ben, les farceurs ils sont quand même intéressants parce que fondamentalement ils sont profondément connectés avec leur bien-être et ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour l'avoir. Et si les règles les empêchent de les avoir, hein, comme notre cher Bugs Bunny dans les sketchs que j'ai énoncés plus haut, hein, surtout celui-là avec le chanteur d'opéra, ils en ont rien à foutre, ils se cassent et ils font ce qui casse les sociétés, ils cassent les règles et ils y vont. Alors ils le font pas avec la violence, ils le font avec l'humour, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Et donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui recherchez du bonheur, apprenez à casser vos tabous, apprenez à casser vos règles, apprenez à ne plus suivre la société, apprenez à vous écouter vous et à écouter votre enfant intérieur et qu'est-ce que le farceur en vous dit, quoi. Et voilà, qui sait, voilà, vous serez mieux et puis voilà, remettre les choses en question, mais en même temps pas remettre en question, mais dans la joie, dans la bonne humeur, etc. Et donc voilà, et puis qui sait, vous seriez un changeur de société, parce que bon, si on est bloqué dans un certain fonctionnement, mais qu'on sent que, ah mais non, mon farceur là, il veut autre chose mon farceur là, il veut autre chose.
Bah ouais, ok, bah tout à coup, on peut casser les tabous, casser les règles ou les trucs qui servent à rien et descendre ces espèces de grands et forts personnes avec leur pouvoir. Je dis personnes, mais ça peut être des valeurs, ça peut être des règles, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui est grand et fort et autorité. Et on peut détruire ça avec le pouvoir ou les retourner ou les rendre complètement inutiles ou les rendre complètement absurdes. Tout ça en utilisant le pouvoir de l'amour. J'ai dit l'amour alors que je voulais dire humour. Mais en utilisant le pouvoir de l'amour et de l'humour, on peut retourner tout ce qui est sérieux et tout ce qui est pas bien et tout ce qui est blablabla. Mais même ce qui est bien aussi, il faut pouvoir le retourner si ça empêche la liberté. Parce que c'est bien, on vit dans un monde libre, dans une démocratie. Et la liberté, c'est ça qui compte. Et en tant que farceur, hein, c'est ça que vous devez faire. Vous devez vous battre pour la liberté, quelle qu'elle soit, pour votre bonheur, pour votre bien-être. Oh mon Dieu, à quoi je sonne. Voilà. Un autre point que j'ai noté, c'est, vous savez que renard vient d'un personnage qui était donc un renard qui s'appelait Reinhardt. Donc voilà, ça c'est intéressant je trouve. Prochain point que j'ai noté, c'est Chaos Magic et l'invocation de Bugs Bunny. Alors pour ceux qui ont écouté l'épisode où j'explique un peu tout ce qui est principe magique, je crois que j'en ai fait. Hein. Je crois que j'en avais parlé. Soit, l'invocation, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte d'étudier un certain personnage, historique ou non, et en fait d'attraper, ou en tout cas d'attirer les aspects de cette personne en nous. Donc, typiquement, qu'est-ce que c'est et donc, typiquement, les manières paganes, le coup le plus classique, c'est l'Eucharistie. Donc, on mange le corps du Christ, donc voici une partie du corps du Christ qui a été encensée, le corps du Christ est présent. Typiquement, je mange le corps du Christ, j'ai l'esprit du Christ en moi, du coup, je serai un peu comme Jésus-Christ. Voilà. Alors, on peut le faire de manière physique, ça c'est une manière physique de le faire, mais typiquement, on peut le faire de manière psychique aussi, c'est-à-dire, je m'imagine comment est-ce que Bugs Bunny se comporterait, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il fonctionne, et donc typiquement, essayer de le mettre en nous et d'avoir cette attitude. Et donc pourquoi je parlais de ça, c'est que j'avais eu une discussion comme ça avec un gars une fois qui m'expliquait cette pratique assez intéressante et lui dit « Ah ouais, moi j'invoque Bugs Bunny tous les matins ». Et je suis « Ah putain, attends, explique quoi ?» Et donc il m'a expliqué l'invocation et tout ça. Et donc ouais, ce que lui il faisait en fait, c'était carrément Bugs Bunny, en fait il trouvait que pour lui, il incarnait le bonheur, l'intelligence, la joie, ne pas se laisser faire, mais en même temps la subtilité, et en même temps le fait de pouvoir transformer, de ne pas être attrapable et tout ça. Et donc la personne me disait ouais ok, moi ça m'aide clairement dans ma vie et tout ça. Et donc voilà, moi j'invoque Bugs Bunny tous les matins. Et donc il faisait une petite méditation en mode ok, comment est-ce que Bugs Bunny marche, comment est-ce qu'il court, comment est-ce qu'il comporte. Et donc il regarde des dessins animés, il regarde un dessin animé chaque jour. Et donc il se dit, il essaie d'avoir cette énergie de Bugs Bunny en lui. Et donc du coup il change, il devient un peu plus comme Bugs Bunny quoi. Bon, il devient pas un renard, mais en tout cas au niveau énergétique il devient comme Bugs Bunny. Voilà un petit truc intéressant je trouve à partager. Tout ça. Et donc South Park. Un robot de South Park. Parce que bon, South Park, ils sont quand même... enfin voilà. Ce qui est intéressant, c'est que... Donc voilà, ce que j'ai noté sur South Park, j'ai noté ceci, je vais le lire en entier d'abord. South Park et comment ils sont indestructibles parce qu'ils s'attaquent à tout le monde et même la Chine sans se censurer, comme Disney le fait. Et bon, je vais faire un épisode sur eux parce que voilà, les gars de South Park, Trey Parker et Matt Stone. Et comment ils sont clairs et sans nuance. Alors, ce qui est puissant avec South Park, c'est qu'en fait, les gars, ils sont là depuis je sais pas combien de temps, et contrairement à des trucs comme les Simpsons, eux, ils se censurent pas du tout. Ils font des blagues sur tout le monde. Ils sont là, ils tournent toujours. La seule raison que la chaîne Comedy Central tourne, c'est parce qu'ils ont South Park. Et curieusement, ça marche, ça tourne tout le temps. Et ce qui est puissant à eux, c'est que ils y vont quoi, il y a pas de censure. Et en fait ce qui est très drôle, c'est qu'ils montrent l'absurdité de toutes les choses. Alors là on est dans une période où Disney qui a racheté Marvel, qui a acheté Star Wars et tout ça, ils sont en mode, ils sont hyper ouverts avec le fait qu'ils ont des pensées progressistes et qu'ils utilisent et qu'ils veulent vraiment promouvoir ces pensées progressistes dans tout ce qui est leur série, donc promouvoir féminisme, promouvoir la multiculturalité, promouvoir qu'est-ce qu'il y a encore, tout ce qui est question de genre, promouvoir tout ça. Donc ils sont hyper ouverts avec le fait qu'ils veulent promouvoir tout ça, même aux dépens de la qualité de l'histoire en fait. Donc Disney, qui sont ouverts avec ça, ils se censurent pour la Chine.
parce qu'ils font des films pour la Chine, en fait. Ils ont vraiment comme idée, il faut des acteurs chinois dans chaque film, etc. Parce que le chinois, c'est un marché qui consomme, etc. Et donc, bien sûr, South Park, les gars de South Park, là, Trey Parker et Matt Stone, ils ont appris ça, ils ont fait tout un épisode là-dessus. Ensuite, suite à ça... La Chine les ont complètement censurés, donc en Chine il n'y a plus moyen de voir South Park, c'est aussi simple que ça. Et, et ils ont fait un message d'excuse à la Chine en mode ils ont fait un message d'excuse à la Chine qui est un foutage de gueule complet à la Chine, genre hey, are we cool China? We cool now China? Enfin et c'est là où les gars de South Park ils sont quand même extrêmement forts, c'est qu'en fait fondamentalement t'as Disney qui est genre en mode ouais nous on est progressistes, on est cool et tout, alors qu'ils se censurent pour que les Chinois achètent leurs produits et tout. Et puis là t'as un petit truc comme South Park, des farceurs qui prennent rien au sérieux, ils s'attaquent à Disney, à la Chine et ils retournent ça de sans dessous. Et donc ce qui est marrant c'est que quand je parlais là tout de suite de l'écrivaine, elle a commencé à critiquer South Park à ce niveau là et ça a très mal tourné parce que c'était une des écrivaines de... Je sais plus trop quoi, c'est pas très important. En tout cas, c'est l'écrivaine de She-Hulk qui va sortir bientôt. Et c'est en mode, et donc la critique qu'elle disait, c'était ce qui est dommage avec eux, c'est qu'ils sont absolument pas subtils. Et en fait, eux, avec leur attitude, ils financent des trolls. Financent. Ils montrent une bonne image des trolls et des gens qui se foutent de la gueule de tout de manière complètement cruelle. Et ça ne se fait pas. L'humour devrait être nuancé et devrait être limité et ne devrait pas pouvoir. On peut pas faire des blagues sur tout, clairement. Et franchement, moi ça ne va pas et tout ça. Et en fait, ça a hyper mal tourné dans le sens où il y a même des féministes qui ont été mais putain, pourquoi tu les critiques eux? Ils font des blagues sur tout le monde, tu vois. C'est pas juste sur les idées produits, ils font des blagues sur tout le monde. South Park, justement, ils ont été absolument. Et donc c'est ça qui est marrant, c'est que le gars de la vidéo, il montrait un truc d'une autre féministe en mode non, eux justement. Dans leur humour, ils ont été extrêmement clairs, ils blaguent sur tout le monde, et donc tu vas pas les critiquer eux, quoi, tu vois. Et oui, ok, ils sont un peu crus dans leur manière de faire, mais ils vont à tout le monde. Et donc là, c'était assez marrant de voir cette espèce de truc progressiste qui se mange sa propre queue. Mais bon, soit, c'est... voilà. Donc, mais je vais faire un épisode sur eux, donc voilà. Par quoi je conclus? Je sais pas par quoi je conclus. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un peu... Ah oui, je sais par quoi je vais conclure. Le farceur est présent dans toutes les cultures. Clairement, au niveau des histoires, au niveau des dieux. Notre cher ami Kutk... Attends, il est où? Allez, voilà. Notre cher ami Kutk, qui est là aussi. Et voilà, c'est aussi un dieu farceur. Sauf que j'aimais bien la petite nuance que les gars du Kamchatka lui ont donnée à cette énergie. Et donc cette énergie, c'est une énergie qui est présente en nous. Et donc essayer de s'attaquer à cette énergie, c'est un peu comme essayer de s'attaquer... je sais pas moi, à l'énergie du héros, à l'énergie du sauveur, à l'énergie féminine, à l'énergie de la nature. C'est que c'est un truc qui est ancré en nous. On ne pourra jamais s'en débarrasser. Et et donc quelque part, les gars de South Park, bon ça c'est mon interprétation clairement, mais quelque part les gars de South Park, ils ont tellement bien cette attitude-là qu'ils sont comme protégés par les grands dieux de la farce et que donc rien ne les touche parce qu'ils ne sont pas sérieux du tout. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai envie de dire là-dessus. Bon voilà, vénérez les dieux de la farce, ne soyez pas sérieux. Et voilà, passez une bonne journée, soirée, midi, blablabla. Faites des blagues, libérez-vous, ne vous bloquez pas, aimez-les-vous les uns les autres, détestez-vous les uns les autres aussi, mais faites-le avec l'humour. Vous savez ce qu'on dit, je sais plus qui l'a dit exactement, mais le gars qui a lancé la première blague, au lieu de lancer la première pierre, c'était lui le constructeur de la civilisation. Boum! Ça c'est de la phrase. Le gars qui a lancé une vanne plutôt que lancer une pierre, c'est lui qui a construit la civilisation. Bra bra bra, ça c'est de la phrase pour terminer. Je sais pas d'où elle est sortie, mais bra. Merci de nous écouter. Pourquoi tu continues à écouter? Je ne sais pas, je continue à écouter.
écoute, je ne sais pas pourquoi je dis écoute. Tu crois qu'il y a encore du contenu, mais je fais que chanter. Et je ne sais pas pourquoi je continue. Écoute, écoute, je ne sais pas pourquoi je dis écoute, 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 ouais. Voici les slow vibes de François qui met sa bouche sur son micro comme s'il suce une petite sucette. Une sucette de fraise qui tue plein de Mexicains. Ah ouais, crevez bande de Mexicains, vous allez tous mourir. Oh, et moi je suce cette petite sucette à la fraise. Qu'est-ce que ça te fait penser? Oh ouais. Putain, le sang des Mexicains qui ne sort même pas de leur peau parce qu'ils sont tous déshydratés. Parce qu'ils sont pas de bouffe, ils sont pas d'eau, tout ça à cause de l'agriculture de la fraise. Oh mon Dieu, ça fait plaisir. Ah, moi je suis un diable. Ah ouais. Ah, ça j'ai pas parlé. Ah, j'ai pas parlé de ça. Quoi, j'ai vraiment sauté ça? Ah ouais, j'ai sauté ça. Ah putain, j'en ai pas parlé. Bon, je vais quand même en parler vite fait. Un autre aspect que apparemment j'ai pas mis dans mes notes, mais c'est comment, typiquement, pour le coup, les farceurs illusionnistes, polymorphes, etc., par beaucoup de grosses institutions monothéistes et tout ça, ils sont vus comme le diable. Bah oui, forcément, tu peux pas le contrôler, ils font ce qu'ils veulent. Et tout ton sérieux, ils te le cassent. Donc ouais, alors que bon, quand on repense à Miyazaki, bah non, les farceurs, c'est juste une autre énergie, quoi. Mais donc, rappelez-vous, c'était quoi la phrase qui tuait tout là tout de suite? C'était quoi la phrase? Oh mon Dieu. Ah oui, celui-là qui a lancé la première blague avant de lancer la première pierre était le constructeur de la civilisation. Bam! Ça, c'est ta phrase dans ta gueule, quoi. Ta! Prochaine fois que quelqu'un dit que vous ne devez pas blaguer, lâchez-leur leur phrase. Cette phrase-là, ils vont être là. Oh mon Dieu, comment t'as pu lâcher tout ça et tout. Ouais, je suis en roue libre, hein, je rajoute plus de contenu, hein, moi je dis juste des trucs et tout. Je pourrais aller en fait faire que le volume descende, tu vois, et donc ça fait genre, on est un peu en train de terminer. 5! J'ai pas fini, je raconte encore des conneries. Mais ensuite, à part ça... Tiens, en fait, ça c'était un bon challenge. Parce qu'en fait, ici sur ma montre, je vois qu'il est 11h51. Je me dis, est-ce que je pourrais continuer à raconter des conneries jusque minuit? Je ne sais pas. Est-ce que, enfin, en soi, je pourrais. Parce que les mots s'enchaînent très facilement. Je dis, si par exemple, je dis le mot le, typiquement, après le mot le, il y a un substantif masculin, comme par exemple le coiffeur. Et donc, je pourrais ensuite tout à fait enchaîner sur quelque chose qui parle de coiffeur. Par exemple, oh mon Dieu, je fais des liens incroyables. Le barbier de Séville, de Bugs Bunny. Mais ensuite, je me pose plus profondément la question, est-ce que j'ai envie de continuer de parler aussi longtemps? Et là, je me rends compte que l'envie n'y est peut-être pas. Et là c'est quand même quelque chose de très important, parce que si l'envie n'y est pas, mais que l'idée y est, en fait, il y a deux valeurs différentes qui vont les unes contre l'autre. Premièrement, il y a la valeur du défi et de l'accomplissement qui aimerait bien dire « Ouais, t'as vu, j'ai réussi à le faire ». Donc ça, c'est d'un côté. C'est plutôt l'archétype du guerrier. Ensuite, de l'autre côté, il y a l'archétype du farceur, hein, qui suit son envie, qui suit ses besoins, qui est en mode « Non mais en même temps, j'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose. J'ai par exemple envie de, je sais pas, de boire de l'eau, ou l'envie de boire d'un thé, ou l'envie de jouer sur mon GSM. » Et parce que continuer à parler comme ça, ok, c'est peut-être un défi qui est peut-être intéressant à essayer de réaliser, mais en fait, fondamentalement, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Ça c'est le farceur qui parle. Je veux dire, il parle contre l'héros qui, lui, veut réaliser, qui veut un challenge, qui veut un défi, qui veut se surpasser, qui veut continuer, et qui veut s'améliorer, qui veut dépasser, qui veut se surpasser, qui veut être reconnu comme quelqu'un qui sait arriver à grimper des échelons, qui est vraiment puissant, quelqu'un sur qui on peut compter parce qu'il réalise des choses, parce que quel que soit le défi qu'on met devant lui, il y arrive en fait, il se dépasse, il avance. Et donc bien sûr, cet archétype-là, bien sûr, il est extrêmement sérieux. Il se prend d'ailleurs peut-être légèrement un peu au sérieux. Et bien sûr, le farceur aimerait bien lui faire comprendre. Alors oui, mais là, monsieur, vous prenez un peu au sérieux. Et ça, c'est un peu dommage pour lui, bien sûr. Et donc là, typiquement, on rentre dans le clash, bien sûr. Et là, je fais le deuxième lien par rapport à ce que j'ai dit à propos du diable et tout ça. C'est que bon, le sérieux et le farceur, ça peut clasher. Hein. Ça peut très fort clasher. Mais en même temps, c'est important. Parce que typiquement, le gars sérieux, est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un qui change d'avis?
Ah ben non, pas forcément. Donc c'est que par exemple quelqu'un qui se dit oh mais moi je veux sauver la veuve et l'orphelin, ça c'est mon challenge. Et donc typiquement il va se dire ah ben ok moi je vais y aller, je vais aller de toutes mes forces. Je vais trouver un homme et je vais le marier à la veuve. Et puis il va dire je vais trouver des parents d'adoption et je vais amener l'orphelin, je vais les faire s'adopter et tout. Et ça c'est mon challenge de vie parce que moi je suis quelqu'un qui réalise des trucs, tu vois. Moi j'accepte n'importe quel défi parce que moi je suis un héros, tu vois. Et ben le farceur il va être là ouais mais bon enfin je veux dire peut-être qu'elle est veuve parce qu'elle a tué son mari quoi, enfin tu vois t'en sais rien, tu vois, il faut pas juste sauver n'importe qui, tu vois. Et bon là le héros qu'est-ce qu'il peut faire, il va se dire mais putain enfoiré pourquoi tu dis ça. Alors là c'est peut-être des exemples anodins mais je veux dire typiquement si par exemple je veux dire, votre héros ou le gars qui est le héros hein, c'est un gars qui se sacrifie, qui prend soin des autres, qui se dit ah oui moi je sauve le lèpre, le léprier, moi je le soigne et tout, je soigne les gens, je donne plein de poissons et je donne plein de pain à tout le monde et puis j'offre mon vin et mon pain comme sang etc. 55 du coup non, mais je vais quelque part avec ça. Du coup, s'il y a un farceur et tout qui se ramène et qui dit ouais, mais bon, mais mec, enfin, je veux dire, bon, est-ce que les gens doivent vraiment être sauvés? Je veux dire, fondamentalement, il y a quand même une partie des gens, ils sont en mode, ils préfèrent se plaindre plutôt que changer, quoi. Et ça, c'est quand même intéressant. Parce que typiquement, ok, on veut sauver des gens, etc. Mais parfois, il y a des gens, ils sont dans la misère, ils restent dedans, là, tu leur offres des options, ils veulent pas changer. Est-ce que c'est tout le monde? Mais non, bien sûr. Ce n'est pas ça que le farceur va dire, mais typiquement, il va faire une démonstration par l'absurde pour essayer de détruire exactement les convictions que la personne, ou en tout cas le sauveur, porte en face de lui. Et donc, oui, ça, c'est des questions tout à fait importantes à se poser. Alors, tout à coup, oui, c'est que si typiquement notre cher farceur, lui, n'a pas tu vois, des croyances en tout cas profondes ou qui n'a pas certains buts typiquement qu'il suit, bon ben voilà il ne va pas arriver et c'est pour ça qu'il est tellement un bug pour les autres en fait fondamentalement c'est que tiens on va pas se demander prenons par exemple un autre archétype qui est l'archétype de l'innocent. Ah, ça c'est typiquement oh ouais la vie est belle hein, toutes les choses est magnifique hein. Ah ouais moi j'aimerais bien être libre et juste être en amour et qu'on s'aime et que toi tu puisses être qui tu es et que moi je puisse être qui je suis et oh, et qu'on s'aime tous et que blablabla et on va tous être au paradis et on va tous être heureux et voilà et on va pas se faire du mal, il y aura pas de mauvaise ambi, tout ira absolument bien etc. 56 et franchement il y aura que du bien etc. Et donc typiquement sa stratégie va être ah mais il faut bien faire les choses et il faut que les gens se parlent bien, et il faut qu'on se parle de manière correcte et il faut vraiment avoir de l'optimisme, il faut croire et voilà et il faut l'utopie c'est pas un rêve, c'est quelque chose qu'on crée nous-mêmes chaque jour et voilà et il faut être romantique et il faut rêver parce que rêver c'est important en fait et alors oui je m'inspire d'une certaine personne mais bon je m'inspire d'un certain groupe de personnes là, en ce moment bah, typiquement si notre cher je veux dire archétype voilà, du blagueur se ramène et qu'il est là et qu'il veut juste vivre dans le moment etc. et qu'il voit tout ça et qu'il voit même arrête avec t'es cool qui fait des blagues mais qui commence à faire des blagues typiquement sur le truc ultra sérieux qui est 57 qui est sur la j'ai dit 57 je sais plus mais genre ah ouais mon optimisme et tout il est fantastique et tout blablabla bah, franchement voilà ça va pas marcher quoi et donc typiquement tout ce qu'il va faire là c'est casser du rêve quoi bah, parce que voilà casser du rêve j'ai presque l'impression en fait que le farceur fondamentalement il est zéro tu vois et d'ailleurs en parlant de zéro dans le tarot le numéro 0 c'est qui? Bah oui, c'est le fou, it's the fool, c'est le farceur, c'est l'idiot, c'est le fou. Oui, c'est le farceur. Ah, vous y attendez pas à ça, pouf. Tu vois, la boucle se boucle hein, presque. Hein. À la minute 57, il y a des boucles qui se ferment et tout ça. Et donc c'est voilà. Donc même avant le numéro 1, donc le numéro 1, c'est genre, je sais pas en fait, je m'en fous. Mais je sais que le numéro 0, c'est le faux. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais là, waouh, putain, c'est des trucs tellement intéressants. 58. Et donc le truc, c'est quand même incroyable quoi. Et donc bon, moi j'ai parlé du héros, j'ai parlé du gars qui prend soin des autres, j'ai parlé de l'innocent, etc. Mais ensuite, il y a un gars qui quand même, il y a un archétype qui est quand même vachement présent, c'est le everyman, tu vois, c'est Monsieur Lambda quoi, le neutral, le gars qui va bosser tous les jours, le dieu Héphaïstos quoi, tu vois. C'est tu vois, pour lui c'est genre ouais, on est tous pareils, on doit tous aller travailler et lui tout ce qu'il veut c'est connecter avec les autres tu vois, regarder sa bière etc, faire partie d'une communauté tu vois et tu vois il veut pas être différent tu vois, lui son truc c'est juste être avec ma tribu et on regarde un bon film, c'est quand même une majeure partie de la société elle est comme ça quoi tu vois et donc eux ils veulent pas avoir leur individualisme, eux ils veulent juste faire partie de la tribu tu vois donc clac et tout ça et donc si bien sûr il y a un gars il se ramène
Tu vois, un gars, un farceur, il se ramène. Et il commence à détruire, tu vois, toutes les valeurs de la tribu devant ça. Mais ce gars-là, il faut le tuer, 59. Il faut le tuer, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ce gars-là, il faut le tuer. Il ose tuer une autre valeur, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et donc voilà, ça, c'est comment ça peut marcher, comment ça peut pas marcher. Alors, typiquement, vu qu'on est à 59, je vais quand même boucler la boucle réellement. C'est que je pourrais parler de plein d'autres archétypes et de plein d'autres énergies et tout ça, mais fondamentalement, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que, voilà, j'ai un peu expliqué tous les moyens que ça ne peut pas marcher. Mais si ça marche, et que le farceur, il utilise son humour pour que les gens sortent un peu de leur case, hein, Chaos City, et qu'ils sortent un peu de leur boîte, ben, qui sait, ils sortent leur boîte, ils s'ouvrent et ils se connectent à autre chose. Parce que lui, il en a pas de boîte. Il s'en fout, en fait. Il veut juste marrer, il veut juste faire des blagues, il pense à lui, tu vois. Un peu psychopathique, quoi. Mais du coup, finalement, c'est quelqu'un qui est quelque part à la position assez bizarre de bien connaître les gens et de bien pouvoir les connecter entre eux. Et donc, voilà, encore une fois, le farceur, c'est quand même un personnage intéressant. Et je suis arrivé à minuit. Donc, je vais clôturer. Non, mais la phrase là qui m'est venue de l'inconscient, elle est pas mal. Le gars qui a envoyé la première blague plutôt qu'envoyer une pierre, ce gars-là a construit la civilisation. Brap. Ouh. Putain, des défis à la con qui servent à rien, quoi. Mais à rien du tout, quoi. Ah, bravo, j'ai parlé pendant 10 minutes en mode sans papier à raconter des conneries. Est-ce que je prends le challenge? Est-ce que je fais jusque minuit et demi? Non, pas du tout.